Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Et pourquoi? Parce que l'avenir ou le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. En effet, les humiliations de demain sont les humiliations du passé et du présent qu'on ignore. La paix de demain, c'est la paix du passé et du présent qu'on ignore. Les guerres de demain sont les guerres du passé et du présent qu'on ignore, etc., etc. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi j'invite les Aquas de Makwa de désobéir et de résister jusqu'à la chute de Okwe Sassou Deni. Okwe en Makwa, c'est le diable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les Aquas de Makwa doivent-ils désobéir et résister jusqu'à la chute d'Okwe Sassou Deni? C'est pour trois raisons. La première raison est historique. La deuxième, elle est culturelle. Et enfin, la troisième est politique et donc d'actualité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'un point de vue historique et en termes déjà de population, les Aquas, c'est la plus grande tribu du Nord Congo. C'est-à-dire, si on prend tribu par tribu au nord du Congo, c'est la plus grande tribu en population. Et pourquoi? Parce que la population est déjà répartie largement dans la tribu. Elle s'étend aux confins de la tribu des Kouyou, voisins, et aussi en allant vers les tribus des Teke qu'on appelle les Mberi, les Mbeti. Et n'oublions pas, un tiers de la population de la Sangha, sur le long de la nationale 2, sont des Makwa. Et beaucoup ont peuplé la plus grande ville du Nord Congo, la ville de Ouessou, qui est à la frontière avec le Cameroun et qui est frontalière avec la tribu des Aquas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mais nous avions aussi une énigme à, à relever. Et quelle est cette énigme? La population de Makwa, on la connaît. Au niveau déjà de l'ensemble de la tribu, sont et villages et autres, on sont autour de 50 000 individus. Mais sur l'ensemble du territoire national, on les trouve majoritairement à Brazzaville, puis à Pointe-Noire, n'oublions pas la Sangha, c'est-à-dire dans la ville de Ouessou. Mais ils sont aussi sur l'ensemble du continent et notamment au Mozambique, où il serait plus de 2 millions. C'est l'énigme. Comment cela se fait-il qu'il y a plus de 2 millions de Makwa au Mozambique? Le Mozambique, c'est un pays qui est frontalier avec l'Afrique du Sud. Mais quand on regarde les faciès des Makwa, à l'échelle du Congo-Brazzaville, ils ont des faciès bantous. Et historiquement, on n'a pas vu des migrations des gens venus d'Afrique australe vers l'Afrique centrale. Ça s'est effectué que dans un sens. C'est-à-dire les migrations des Bantous ont commencé vers le Nigeria, qui ont rendu tout le bassin du Congo, et puis ils ont émigré vers l'Afrique australe, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, le Mozambique et tout compris. Donc, il me semble, d'après mes interprétations, s'il y a beaucoup de Makwa là-bas, peut-être qu'ils seraient arrivés là-bas, ils avaient trouvé les conditions de vie un peu meilleures par rapport
celle du bassin du Congo, qui est un environnement djingal. Et donc, c'est mais le NIGM est là pour tout Congolais. Je vous informe qu'il y a plus de 2 millions de Makwa qui parlent exactement le Makwa que vous voyez au Congo-Brazzaville, ville située à cheval, ou tribu située à cheval sur l'équateur au Congo-Brazzaville. Et donc, voilà pour la petite histoire. Bon, au niveau de la région, hein, la région de la Kivette centrale, les Makwa en population, c'est 40% de la population de la région. 30%, ce sont les Kouyou du, du défunt commandant Marin Wabi. Et 15%, ce sont les Mboshi de la tribu de Sassou Nguesso, l'éducateur en place. Et 15% pour autres tribus. Donc, dont les Moy, les Likuba, les Dekalima, etc. Vous avez compris, mesdames, messieurs. Maintenant, au point de vue déjà historique, bon, il faut savoir que le site de la ville de Makwala est là depuis déjà la fin du XVIIIe siècle. Et c'était les familles ondiales qui occupaient le poste, là où vous voyez la mairie et tout ça. Et en réalité, le plus ancien site de Makwa, c'est le Makwa Village, qui existe depuis le XVe siècle. Et les colons arrivent là-bas, je pense, à la fin du XIXe siècle, avec les conquêtes de la Likwala Mosaka, notamment avec les frères Tréchot. Les frères Tréchot s'étaient d'abord installés sur le fleuve Congo, autour de Lukwelila et de l'Iranga, qui est au confluent entre le fleuve Congo, qui rentre dans la République démocratique du Congo, et l'Ubangi, qui va vers la Centrafrique. Donc, il aurait transféré leur siège, leur capitale des compagnies des CHBC, hein, c'était une compagnie d'exploitation des. C'était pas minier, mais ils exploitaient le caoutchouc, les ivoires et autres, et notamment le parc national de Djara, le plus grand parc animalier du Congo-Brazzaville, n'est pas loin de la tribu des Aquas. Et donc, les frères Tréchot seraient installés là au début du XXe siècle. Et d'ailleurs, la bataille des Nimbaninja, qui fut passée le 9 septembre, qui a commencé le 9 septembre 1911, c'était tout justement pour protester d'un côté, parce que les colons français, quand ils sont arrivés exactement au village Oualé, sur la nationale 2, à 40 km au nord en traversant la Likwala Mosaka, dans là vers Ouesso, le nord vers le Cameroun. Et donc, quand ils sont arrivés au kilomètre 40, là, ils s'étaient confrontés à la chefferie de Nimaninja. Les Nimaninja, c'est son sobriquet. En Makwa, ça veut dire que je n'avais peur que de la faim. Donc, il avait mené une bataille farouche contre le colon français. Et cette bataille, elle a commencé le 9 septembre à 10h25 jusqu'à 3h25 du matin. Ils se battaient toujours. Et donc, c'était commencé le 9 septembre 1911. Et donc, il a suffi du renfort des sapeurs armés venus de Bwanga. Bwanga, je ne sais pas si c'est Tumbi actuel ou Mbomo, ou je ne sais pas, ou Toku, je ne sais pas, mais ils étaient venus de là-bas pour combattre la résistance. Mais il y a eu beaucoup de casses des deux côtés, mais il me semble que c'est Obamba qui venait d'Ofu, qui avait trahi la main, qui avait vendu Nimaninja, et Nimaninja, bon, l'avait neutralisé aussi. Et après, bon, il a dit non, je préfère, bon, comment on peut dire les termes qu'on nous a expliqués, c'est-à-dire il ne s'est jamais rendu, il est parti avec 6 hommes qu'on n'a jamais retrouvé. Il ne s'est pas rendu.
Donc les autres l'ont dit non, il y a eu trop de casse, mais la bataille a duré. Ça a retardé même la construction de la nationale 2 entre Makwa et Wesso en 1910-1911. Donc c'est la raison pour laquelle elle est devenue célèbre. Et Nimba Ninja, mais en réalité c'est une famille, il y a un an, ce sont des cousins germains de mon côté maternel. Je ne veux pas vous donner les noms, puisqu'il y a beaucoup sont encore, il y a la famille est à Brazzaville, à Makwa et aussi à Pointe-Noire. Beaucoup sont à Pointe-Noire, de cette famille-là, des résidents. Et donc, ça s'est passé, il y a eu la casse, et voilà cette histoire de Nima Ninja. Mais il y a eu d'autres, c'est de Ninja Kasaka, de tout autour, la route d'Abela, tout ça, il y a eu des résistances contre le colon. Donc, ça, mais en réalité, là-bas, on s'est battu contre l'impôt colonial. Parce que quand ils sont arrivés avec le caoutchouc, plus les ivoires et tout ça, il y avait l'impôt. Donc, ils payaient l'impôt, tout autour, ils payaient l'impôt, donc ils contestaient contre l'impôt colonial. Voilà pour la petite histoire. Donc, nous allons rentrer maintenant en profondeur sur l'histoire de Makwa. Bon, donc, Makwa, historiquement, elle fut fondée en 1905. Les premiers maires, c'était des Français jusqu'en 1960. C'était que les Français qui dirigeaient cette ville-là jusqu'en 1960. Ce fut la plus grande ville du Nord, d'ailleurs, en termes d'infrastructures, que je vais vous en parler. Le village d'Oyo a été un village de pêcheurs. Il ne faisait pas de poids à Makwa. Donc tout le Nord Congo venait à Makwa, dans Matounou, là où c'est construit. Parce qu'en réalité, cette histoire m'a expliqué que si les Français avaient construit, amplifié ces infrastructures-là, parce que Makwa, c'est à cheval sur l'équateur, c'est à l'entrée de la jungle équatoriale. À 250 km là-bas, c'est Wesso, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'était la Prusse. Les Allemands étaient là-bas, donc c'était stratégique. Donc, vous voyez, donc ça, je ne veux pas en dire en détail. J'ai fait des vidéos pour ça, ils sont là, il faut les chercher, et voilà. Bref. Donc, pour comprendre le rôle historique de la ville de Makwa, qui fut la plus équipée et civilisée du Nord Congo-Brazzaville, il suffit de parcourir la liste non exhaustive des institutions publiques et des entreprises qui ont existé à Makwa avant l'arrivée au pouvoir du dictateur Denis Sassou Nguesso. Nous citons 1. Quelques écoles primaires gérées par les congrégations religieuses. 2. Le collège d'enseignement général Champagnat, que j'ai étudié aussi. 3. Le collège d'enseignement général Édouard Ombeta, que j'ai étudié aussi. 4. Pourquoi j'ai fait des collèges? Parce qu'on échangeait les élèves en fonction des arrivées, et donc on pouvait aller faire les cours là, on repartait. Voilà. Donc c'est comme ça. 4. Un collège d'enseignement agricole. Avant Sassou Nguesso. Une école maternelle. Le collège d'enseignement général Salvador Allende et son complexe sportif. En fait, on l'appelait Champagnat, collège Champagnat toujours. Et il y a aussi le complexe pavillonnaire des enseignants, des résidences individuelles de type T2 et T3 équipées d'eau à la pompe, d'électricité et de forage. Le séminaire avec un cycle complet de scolarisation jusqu'au baccalauréat d'enseignement général. Et des terrains de sport pour les séminaristes. Une grande infirmerie de la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui était un véritable centre de médecine ambulatoire accueillant une centaine de personnes par jour affiliées ou non à cette caisse de prévoyance sociale. 10. Un service de grande endémie avec sa direction régionale. Il y avait un service de grande endémie avec sa direction régionale. La direction régionale de médecine préventive qui supervisait toutes les activités de prévention dans la partie nord du pays. 11. Un hôpital de type pavillonnaire, une maternité gérée par les religieuses, des dispensaires scolaires, des dispensaires dans quelques villages, un complexe
pavillonnaires. Déjà, les dispensaires dans quel village? Je vois qu'il y avait à Oale, Moali, il y avait aussi à Isenge, il y avait aussi du côté d'Aboa, il y avait aussi du côté d'Adego, un boli, je sais pas, un boli, il y avait pas, non, bon, il y avait plein, voilà. 12. Un complexe pavillonnaire du personnel médical et paramédical de l'hôpital. Des résidences individuelles de type T2, T3, T4 équipées d'eau, d'électricité et de fourrage. Un château d'eau. Un aéroport. Une entreprise de fabrication de manioc dénommée Projet Manioc. Des grandes surfaces au Finacom. Des coopératives agricoles pour des cultures de cacao et du manioc. 18. Une entreprise publique des travaux publics et sa direction régionale, qu'on appelait RNTP. Il y avait beaucoup de membres de la famille qui travaillaient là. 19. Un bureau postal, oui. Une banque postale, oui. Et sa direction régionale, oui. 20. La direction régionale de l'inspection de l'enseignement primaire et scolaire. C'est tout à fait logique puisque le seul lycée du Nord Congo était là. Un grand stade avec avec un des plus grands stades du pays. Un grand stade, oui, c'est ça. Où se déroulaient régulièrement les compétitions sportives régionales et interrégionales entre Makwa et Oando, entre les tribus voisines Makwa et les tribus de Marangwabi, les Kouyou. C'était régulièrement les matchs Makwa et Oando. C'était vraiment émouvant. 23. Des salles de cinéma multifonctionnelles utilisées pour la projection des films, oui, et pour des compétitions des arts martiaux et pour l'adaptation des pièces de terrain. Oui, c'est là où on allait assister les combats les dimanches, hein, les samedis, on payait un peu. Dimanche, souvent, ça se passait le samedi, oui, samedi, souvent le samedi. On allait assister à des combats de karaté, de tout ça. C'était, on cherchait l'argent pour payer un petit prêt pour aller assister à des combats de karaté, des arts martiaux. Hein. On aimait ça là-bas. Donc, bon. Les élèves du lycée de Makwa, de l'époque là où j'ai étudié aussi, se souviennent bien des adaptations des romans de l'écrivain Letembe Ombele, de Jacob O. Kanza, écrivain et homme politique originaire de Makwa. Oui, ceci montre qu'avant l'arrivée au pouvoir de Denis Sassou Nguesso, la ville de Makwa était la seule ville du Nord où l'on pouvait trouver tout pour vivre. Et donc, dans cette ville-là, c'était devenu comme une ville cosmopolite. Donc, tout le Nord, imaginez que vous, en France, tous ceux qui sont au nord de la Loire, hein, dans Paris, tout ça, viennent étudier qu'à Paris, tout vient étudier. Donc, nous, c'était comme ça. Donc, à Makwa, dans les tribus, bon, il y avait trop de mélanges, ils venaient tout nous. Donc, nous, on était devenus comme cosmoto, on les regardait. Bon, les Mbouchis, on les savait, les Kouyou, les autres. Donc voilà. Donc, il n'y avait pas d'ostracisme autre, non, c'était civilisé quoi. Ils étaient comme ceux eux. Et la plupart de ces élèves qui venaient surtout au lycée étaient à l'internat. Et nous qui étions originaires de la tribu, même si quelles que soient vos conditions de vie, bon, vous restez pas à l'internat. Donc les gens venaient de loin, hein, parce que les Mboshi venaient de loin. Les Mboshi de Sassou venaient de loin, de Bundi, de Oyo, voilà. Donc vous avez tout compris. Et d'ailleurs, Jean-Claude Ngakoso, le ministre des Affaires étrangères du dictateur Sassou Nguesso, a étudié à Mako au séminaire là, que j'ai précité. Voilà. Et aujourd'hui, il est le premier à faire ça au Mako. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, Makwa était donc un centre administratif digne de ce nom et contrairement à Oyo, l'ancien village de pêcheurs, jusqu'en 1979, malheureusement, le régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso, on a décidé autrement. Par sa jalousie et sa médiocratie ou de sa médiocrité, le tyran a souillé et détruit Makwa, pivot de la partie nord du pays. Ces lieux que nous venons de citer étaient des espaces multiethniques où des familles venues d'autres régions vivant dans la paix et dans l'harmonie
Cette hétérogénéité de la population de Makwa explique en partie la tolérance des Makwa, le côté civilisé des Makwa, à la différence de Mboshi d'Oyo qui sortait de la brousse. D'ailleurs, le comportement sauvage de Mboshi d'Oyo était visible de premier abord lorsque leurs enfants intégraient le collège Champagnat et le lycée Salvador Allende. Et surtout, on a vu ça surtout dans l'internat. Il s'est comporté très très mal. Ça, c'est sûr. Par rapport à ceux qui venaient du département de la Sangha et aujourd'hui de la Cuvette Ouest et autres. Même des plateaux. Hein. Il y avait des gens qui venaient des plateaux, beaucoup aussi, des Gaboma, de tout ça. Makwa était au croisé de toutes les cultures. Bon, on a oublié les Serpernais, hein, là, derrière l'école, le lycée Henri Toi, là où j'allais faire, là, c'est les Serpernais. Hein. Donc, il y avait là-bas, c'était UP, hein, où il y avait des bibliothèques. J'allais étudier là-bas, lire les BD et tout ça. Les samedis, j'allais lire les BD là-bas. Bon. Alors, quelle est la situation de Makwa aujourd'hui? Dès son arrivée au pouvoir, l'éducateur Tessou Nguesso a mis en place sa politique de haine tribale envers les Makwa. Et on se dépit du fait que ses frères Mboshi venaient régulièrement s'instruire à Makwa et vivaient dans la paix. Actuellement, toutes ces entreprises, toutes ces institutions publiques suscitées ont toutes été systématiquement détruites par le tyran. Leurs directions ont été volontairement délocalisées ou transférées dans d'autres localités, et notamment à Wando ou à Oyu. Excepté le collège et les lycées d'enseignement général qui sont d'ailleurs dans un état lamentable. Ces deux établissements, le collège et les lycées, fonctionnent encore, mais pour combien de temps encore? Réplique d'une vieille dame que nous avons interrogée au bord du lycée Salvador Allende de Makwa avant la rédaction de cet article. C'est un article qui vient de Makwa. Inspecter le collège et le lycée d'enseignement général, qui sont d'ailleurs dans un état lamentable, ces deux établissements, le collège et le lycée, fonctionnent encore, pour combien de temps encore? Le témoignage de cette vieille dame, que nous gardons l'anonymat, sous peine de représailles, par la bande du traître Firmin Ayessa, vice-premier ministre du dictateur Sassou Nguesso, est sans appel. Le, le bâtard d'aliment, il appelle ça le bâtard d'aliment. Bon, bref, bon. Je vous Denis Sassou Nguesso, je vous parle de Denis Sassou Nguesso. Nous a détruit l'école. Nos enfants n'ont plus de repères, poursuit-elle en poussant un soupir de désarroi avant de se fondre en larmes. Effectivement, cet héritage colonial de Makwa a été détruit par le destructeur infatigable du Congo. Or, nous savons que les Makwa et les Kouyou sont les piliers du pouvoir du dictateur Sassou Nguesso. Et puisqu'ils ne disposent pas beaucoup de cadres, ce fait est tout à fait paradoxal quand nous savons que toute sa politique a été basée sur la haine tribale envers les Makwa et les Kouyou. Les assassins ciblaient des cas de Makwa pour empêcher l'avènement de toute élite politique dans le département de la Cuvette Centre. Pour parfaire sa politique tribale, le tyran a recruté des traîtres dans chaque département, dans chaque tribu. À Makwa, c'est M. Firmin Ayessa, son directeur de cabinet, aujourd'hui ministre, et puis vice-premier ministre, et beau-père qui est chargé de ce sale besoin d'assassinat et de neutralisation des cadres Makwa. Tous les dossiers d'avancement ou de promotion des cadres Makwa qui tombent sous les nez de Firmin Ayessa sont systématiquement mis dans les tiroirs, de telle sorte qu'il soit la seule personne de Makwa à briller et à décider à l'avenir de Makwa. Pire encore, une fois les entreprises et les institutions publiques détruites et les directions délocalisées de Makwa, c'est Firmin Ayessa et sa bande qui se sont accaparés de ces terrains. Ces lieux sont devenus les propriétés
de Firmin Aïssa et de sa bande. Cet accaparement des terrains pose un grand problème puisqu'il n'y a plus d'espace pour bâtir un édifice d'intérêt général à Makwa. Pour preuve, le terrain où se trouvait l'ancienne entreprise du Réseau national des travaux publics, RNTP, habite actuellement une station de radio, propriété privée de Firmin Aïssa, mais à qui Firmin Aïssa a-t-il acheté ces terrains? Même les places de monuments historiques à Makwa ont été confisquées par Firmin Aïssa et sa bande. Cet accaparement des terrains pose un grand problème, et puisqu'il n'y a plus d'espace pour bâtir et autres. Je l'ai déjà lu ça. Même les places de monuments historiques à Makwa ont été confisquées par Firmin Aïssa. Or, Firmin Aïssa n'a jamais créé d'entreprise, n'a jamais investi à Makwa. Paradoxalement, nous retrouvons ce genre de comportement chez tous les dignitaires du régime dans presque tous les départements du Congo. Depuis l'Alikwala, la Sangha, la cuvette centrale, la cuvette ouest, les plateaux, le pôle, le Nyari, la Bonza, la Lekumu et le Kwilu. Ces gens n'ont jamais investi. Ils n'ont su qu'exploiter le pays pour leurs propres intérêts. C'est donc un comportement de trio. Les réseaux des intellectuels makwa liés à la résistance contre la dictature mettra tout en œuvre pour que l'État ou la municipalité de Makwa récupère tous ces terrains qui appartiennent au patrimoine de l'État pour servir l'intérêt général. Ce sont des biens mal acquis. L'abîmat des Makwa s'est également étendu à la vie politique. Prenons le cas du découpage électoral qui est inégal. Comment peut-on expliquer que l'agglomération de Makwa, avec plus de 50 000 habitants répartis sur des centaines de villages, n'a droit qu'un seul député au Parlement de Sassou Nguesso et que Firmin Aïssa soit toujours hérité candidat ou, à défaut, un de ses complices? Alors que dans d'autres agglomérations de petites villes, nous constatons qu'ils ont plusieurs sièges de députés. C'est une injustice qui sera réparée après la chute du dictateur. Mais là, dans l'ancien système, après ça, ce sera de nouvelles institutions, ça c'est sûr. Poursuivant sa politique de destruction de Makwa, les dictateurs Sassou Nguesso, par le biais de son beau-frère Firmin Aïssa, empêchait toute activité charitable à Makwa. Lorsque des associations à caractère socio-culturel des cas de Makwa de l'extérieur ou des anciens élèves du lycée de Makwa font des dons de matériel didactique, des livres au lycée de Makwa par exemple, ces derniers se heurtent à l'opposition de Firmin Aïssa. Dès lors, nous interrogeons sur la personnalité de Firmin Aïssa, directeur, ministre et tout compagnie du dictateur Sassou Nguesso. Monsieur Firmin Aïssa, fils de Makwa, exécute sans discernement les ordres de son gendre Sassou Nguesso. Il complote contre ses frères Makwa, contre Jean-Michel Mokoko et Jean Gwabi. Jaloux de ses frères Makwa, jaloux de son frère général Jean-Marie Michel Mokoko, président élu démocratiquement en 2016, n'est-il pas tout simplement un monstre qui, comme son gendre, n'a d'humain que son physique? Que deviendra-t-il à la chute de son gendre, l'éducateur Sassou Nguesso? Où ira-t-il vivre? À Oyo, à Edou, chez l'Emboshi? Point d'interrogation. Au-delà de la destruction des édifices de Makwa, la tyrannie a causé d'énormes dégâts sur le système éducatif et l'instruction publique de nos jeunes. Quelles sont les vraies raisons qui ont poussé ces modérés de la partie septentrionale du pays, les Makwa, à sortir de leur silence? Ces raisons sont les suivantes. Premièrement, au Congo, tout individu, avant d'être un homme politique, appartient à une tribu ou à un groupe ethnique. C'est un fait qu'il ne faut pas occulter.
deux, des fils Makwa, le général Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu démocratiquement, et M. Jean Gwabi, homme politique, ancien prisonnier politique, sont injustement dans les conditions et que Fema Yessa et Denis Sassou Nguesso ont mis tous les moyens pour les mettre hors d'état de nuire contre la volonté du peuple congolais. Deuxièmement, la ville de Makwa étant une ville multi-ethnique et sa population hétérogène, les Makwa sont des gens tolérants, ayant le sens du vivre ensemble. En effet, avec ces établissements d'enseignement primaire et secondaire, les services et entreprises dont ils disposaient avant l'avènement du pouvoir de Sassou Nguesso, la ville de Makwa accueillait des Congolais d'horizons divers, autres des départements de la Kivu centrale, centre, oui, de la Kivu ouest, de la Songa, de la Likwala, des plateaux, et d'autres venus même des contrées du sud Congo, et surtout avec les corps enseignants. Donc, venaient tous étudier à Makwa. Le lycée Salvador Allende de Makwa était parmi les 3 premiers bons lycées du Congo jusqu'à l'avant l'arrivée des Sassou Nguesso. Les Makwa vivent donc très mal la violence gratuite infligée à leurs frères du pôle. Donc il parlait aussi, mélanger tout avec les situations du pôle. C'est un article qui date de quelques... Troisièmement, l'agglomération de Makwa a profondément été touchée par les sacrifices humains de Sassou Nguesso et de son conspirateur Fema Yessa, sacrifices humains venant à renforcer leur pouvoir diabolique. Donc on nous signale que Yessa était le pourvoyeur des gens qui assassinaient les gens à Makwa, hein, par les Adimba et tout ça, c'est eux qui faisaient pour le sang de Sassou Nguesso. Ça c'est l'information, hein, ça c'est dans les contextes historiques que je vous dis que ça va ressortir cette histoire. Qui Yessa était l'un des piliers de bétail humain pour le compte de Sassou Nguesso. Donc, ils ont dit que nous notons en effet des disparitions et des assassinats d'hommes, de femmes et d'enfants par dizaines tout au long de ce règne du dictateur Sassou Nguesso. Quatrièmement, le rôle historique joué par le général Mokoko dans la fin du monopartisme. En effet, avant la chute du mur de Berlin, le président français François Mitterrand avait conditionner l'aide au développement à la faveur du multipartisme. Grâce au général Mokoko, à l'époque chef d'état-major des armées congolaises, qui est la conférence nationale souveraine de l'année 1991, a pu être menée jusqu'à son terme et à bout à la fin du monopartisme. Le multipartisme a donc vu le jour au Congo. Sans l'intervention du général Mokoko, le professeur Pascal Lissouba ne serait jamais devenu président démocratiquement élu du pouvoir après la conférence nationale. Malheureusement, nous constatons que certains individus, particulièrement sur la place de Paris, ont tendance à oublier ce rôle historique du général Mokoko. Bon, c'était bon. Et des syndicats et tout ça. Bon, bref, bon. Ça, c'est les termes. Donc j'arrive sur la fin de cet article. Donc vous avez vu du point de vue historique que Makwa a été un centre intellectuel de civilité, du civilisé. Donc on ne regardait pas les gens sauvagement. Hein. Donc il était là. Eux-mêmes ils reconnaissent. Hein. Ils étaient bien nourris, bien soignés. Il y avait les distractions. C'est énorme. Ils avaient tout pour se distraire dans une ville ils venaient d'ailleurs parce que si vous sortiez de toute la région du Nord, Congo, et si vous venez à Makwa à l'époque, mais quelqu'un qui a moins un cerveau, une âme et une conscience, il dira oui, mais par rapport à là où ils étaient, c'était des sauvages, quoi. Il y avait tout là, chez nous, à Makwa. Et donc, ce sont les premiers ces chasseurs qui sont venus utiliser les Makwa dans le cadre de la géopolitique nord-sud, que ce soit instrumentalisé, que au nord, au sud et autres, nous cherchons à désintégrer ce système-là parce qu'au sud, on ne comprend pas, on parle de tribalisme et autres. Mais nous, on cherche à désintégrer un système qui existait avec les anciens, que nous, aujourd'hui, on cherche à transformer quelque chose pour laisser pour les générations futures. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc je vais passer maintenant au point de vue culturel. Il faut dire qu'au point de vue culturel, bon, il faut dire que les Mboshi sont des tribus allochtones.
en sciences naturelles ou en géologie, quand on vous parle d'un terrain alloctone, c'est un terrain qui est venu d'ailleurs. On a mis un sol là, mais il y a le terrain autochtone. Donc la tribu Mboshi, c'est une tribu alloctone. Et c'est ce que je vais vous expliquer. L'histoire de la déportation des guerriers Abimboshi à Oyo, ces stations-là, ce sont des déportés. Ils sont venus d'ailleurs, d'Afrique de l'Ouest. On parle de la Côte d'Ivoire, du Bénin et autres, je sais pas. On parle beaucoup de la Côte d'Ivoire. C'est des Africains, moi je n'ai rien à... Donc je explique l'histoire comme elle est. Hein. Donc on ne triche pas l'histoire. J'écris ce qui est écrit. Par rapport aux réalités que nous subissons de, de cette déportation-là, comme impact historique. Voilà. Donc l'histoire de la déportation des Abimboshi de la Côte d'Ivoire au nord du Congo pendant la colonisation. Jadis, l'espace que l'on nomme le Congo-Brazzaville était peuplé uniquement des Bantous, Bateke, Ngala, Bakongo et des Pygmées. Répétez, je répète, c'était des Bateke. Dans ce Congo que vous voyez, qu'il y avait des Bateke, les Ngala, les Bakongo et les Pygmées. Mais depuis la fin de la colonisation, depuis la fin de l'esclavage, il abrite aussi des peuples déportés de force par le colon français. Peuples qui venaient là exécuter les peines des travaux forcés. C'est le cas du peuple guerrier Abé Mboshi, venu d'Afrique de l'Ouest, Manu Militari, enchaîné et sous les coups de fouet des miliciens coloniaux qui posent aujourd'hui dans son pays d'adoption, dans leur pays d'adoption, le Congo-Brazzaville, un réel problème d'intégration et de l'unité nationale. Donc, ils commencent à poser le problème d'intégration et menaçant l'unité nationale. Donc, Sassou Nguesso est là. Donc, le Congo est surendetté, ruiné, détruit, risque d'implosion, de poudrière et à cause de ça. Voilà. C'est dit Sassou Nguesso Mboshi. Les Mboshi sont à part entière devenus une population de langue bantou. Très bien. Provenant de la région des Grands Lacs aussi, de l'Afrique centrale. Non, les Mboshi sont à part entière devenus une population de la langue bantou, de la région des Grands Lacs et d'Afrique centrale. Ils ont été établis dans le nord du Congo après une migration forcée d'Africains de l'Ouest, guerriers Mboshi, vers les années 1850, sous le règne de Napoléon III. Ils sont arrivés en République du Congo, particulièrement dans les départements de la Kivette, près d'Oyo, sur les bords de la Lima, et aux alentours de Lombo et tout compagnie. Voilà, bref. Dans les quartiers de Talanga et tout ça, bon, ça c'est l'immigration. D'autres communautés vivent à l'ouest de la République démocratique du Congo. Ah bon? Les Ngombe. Ah oui. Ainsi qu'à l'est du Gabon. D'accord. La langue Mboshi, Kimboshi, a subi un mélange d'influences des tribus Makwa, ma tribu, et Kouyou, la tribu de Marangwabi, et voisins, c'est-à-dire les Téké. Le nombre de locuteurs Mboshi était estimé à 108 000 en 2000. Mais la plupart utilisent aussi le Lingala et le Téké. Quand on parle de Mboshi, on pense tout naturellement au dictateur Sassou Nguesso et on pense tout naturellement à leur sœur image et autres. Voilà. Donc, quand on parle de Mboshi, on a dit que cette langue a subi l'influence de... Donc, on parle de... Il y a plus de 108 000 locutions qui sont des locutions de Makwa et de Kouyou. Donc, tu vois, ils sont venus de l'Afrique de l'Ouest, ils ne s'appelaient pas Itois, Okombi, tout ça, ce sont des noms Makwa Kouyou. Donc, ou
Teke. Donc, ils ont adopté les noms. Voilà, c'est vraiment une forme d'intégration. C'était vraiment parfait. Mais sauf que, bon, ben, ils nous posent bien des soucis avec Sassou Nguesso, quoi. Donc, les Moshi ont désormais une sale image, une mauvaise réputation dans l'opinion nationale. Ça, c'est là. Maintenant, du point de vue politique, il faut dire que depuis l'indépendance, nous n'avons élu que trois présidents. Un, de manière indirecte, c'est-à-dire Youlou. Youlou, c'était le jeu d'alliance, comme on voyait ici dans la 4e République française, parce que c'est le produit de la fin de la 4e République française, Youlou. Donc, il a fait vraiment, c'était des stratégies. C'était même meilleur que, voilà. Donc, ce que nous allons inspirer pour la suite et après. C'était l'élection du président de la République au suffrage universel indirect. Il a fait vraiment, c'était bon. Hein. Youlou, donc, on va étudier ça. Je connais, j'ai fait des vidéos sur ça. Et il y a eu 1992, Pascal Lissouba, démocratiquement élu. Ça, c'est au suffrage universel direct. Et puis, Jean-Marie Michel Mokoko en 2016. Le problème, c'est que pour avoir ça sur 67 tribus, il faut une chance. Et dans ça, on ne rêve pas de voir un président de sa tribu. Ce n'est pas le problème. Surtout si celui-là est crédible, il est bon. Donc c'est honneur. On voit, nous, à Mako, on devait dire, ah oui, Moko, on fait du boulot pour le Congo. Nous, on est là, on te regarde, on te courage, voilà. Mais ce n'est pas qu'on vient là pour nous. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'esprit. Même lui-même, ce n'est pas dans son esprit. Mais le problème, c'est que depuis ça, Sassou a protégé toujours sa tribu contre les Makwa. Il les a utilisés et autres comme les autres tribus. Et là, il a foutu en prison, injustement. Et que nous, en tant que Makwa, si nous continuons, si nous sommes des citoyens, des gens civilisés, nous devons les désobéir et résister, à défaut, prendre nos responsabilités au moment donné, à tout instant, quand il va arriver la situation, ce sera quand même une honte au niveau de ce contexte historique. Nous avions eu un président de notre tribu démocratiquement élu dès le premier tour, voté à majoritairement dans le Sud. Et là, qui est l'homme qui est aujourd'hui adulé dans tout le Sud. Et nous sommes là, les Makwa civils, politiques et militaires, on continue à subir ça, sont en train de détruire votre ville qui devait être la meilleure du Nord. Il devait continuer comme dans un cycle comme ça. Et puis il y a la suture, il y a les cadres, il y a tout. Mais là, il a tous cassé de manière vraiment frontale. Moi, j'ai senti ça. Dès qu'il se soit pris le pouvoir en 1979, j'étais à Makwala. Makwala, j'étais là-bas, entre le collège et le village. Mais on voyait qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. On voyait. Et donc ça continuait comme ça. Même nous, à la faculté des sciences, on voyait que, même en rentrant à la faculté des sciences à Bakongo, là, c'était vraiment de la boue. J'ai dit, oh, mais attends, c'était des trucs bien. Il a détruit les savoirs, la connaissance et tout ça. C'était du haine. Et pourquoi vous continuez à tailler? Donc tout ce qui se dit Makwa, cadre Makwa, civil, politique et militaire, vous devez le désobéir et se structurer et s'organiser. Au moment venu, s'il y a quoi que ce soit, prenez votre responsabilité. Même militaire, il n'y a rien à faire. C'est problème de dignité, d'honneur et autres. Makwa, on est digne, libre, courageux et intelligent. On ne va pas se laisser faire. Et d'ailleurs, en 1997, pendant le coup d'État sanglant Force Afrique des Azores, les Mboshi ne se battaient pas. Ceux qui se battaient, où ça soit roulé, c'était les militaires Makwa et Kouyou et des Teke. Et maintenant, ils sont venus, ils ont pris ça, il a roulé les aides, il a éliminé. Les avocats sont où? Les Montando, les Katangais. Et n'oublions pas les Teke comme Turo, Commissaire, tout ça. Donc, nous n'avons pas continué. Un monstre qui va nous laisser une merde. Heureusement pour nous, il a laissé dans les friches, mais il y a les sutures sont là. Tous les écosystèmes autour de Makwa sont là. Dans les régions semi-autonomes, nous allons réformer notre région, qui c'est la région semi-autonome, la région de l'Équateur. Dans la capitale sera Makwa. Il va retrouver ses illustres pôle stratégique pour les pays parce qu'au niveau touristique, c'est l'Équateur. Et tout autour, il y a la savane, 40% des savanes et 40% d'entrée de la jungle. Et avec le deuxième plus gros affluent du fleuve, troisième plus gros affluent du fleuve Congo, là, l'Ikwala, Mosaka, n'oublions pas la Mambili qui passe là-bas. Et le parc national d'Yala, le domaine de beaucoup, les terrains où se trouvent pour faire non, au niveau forestier, on est bien protégé pour ça. Au niveau savane, agriculture, il y a tout. Il y a tout. On mange pas de faim. Toujours à manger, à Makwa, on ne met pas de faim à Makwa. Et donc, nous sommes là, dignes et dans l'esprit du peuple. Parce que nous étions Congo. Nous sommes des Congolais. Donc, nous devons récupérer notre pays de ces gens-là qui sont venus d'ailleurs, qui ont les acceptés. Certains sont devenus des vrais Congolais. Il faut les accompagner. Il ne faut pas voir les trucs par appartenance. Même si je fais des vidéos, c'est pour les menacer.
pour les inciter à devenir des humains. Puisqu'après, bon, quand on va chercher, il y a la revendication, mais il y a aussi les faits réels, les politiques. On va travailler maintenant pour le pays, pour tout le monde. Mais il est sûr que l'embauché aura une région semi-autonome d'embauché. La région du Congo, une région embauchée. On va voir comment ils vont gérer ça. Parce que là, c'est avec quand même quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, quelque chose de commun, et vous êtes venus confisquer, vous avez tiré ce pays-là dans le déshumanisme, dans la décivilisation, dans n'importe quoi, le pays qui risque de devenir. Nous sommes un pays fragile, vous avez neutralisé tous les cadres et autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des terroristes d'État, pour combien de temps encore. Donc les Maquois, j'en appelle les Maquois de prendre votre responsabilité. Et je l'ai dit ça plusieurs fois, 4, 5, 10 vidéos. Mais vous, à Makwa, vous l'écoutez parce que les autres tribus du Nord ou du Sud n'écoutent pas. Ils disent, oh, les Makwa, pourquoi vous appelez? Mais intellectuel, ce n'est pas le nombre, c'est les qualités. Donc, j'en ai appelé depuis presque 2014, j'en appelle. Donc, je fais mon travail. Combien si dans chaque tribu, il y avait des gens comme moi? Oui, il n'y aura pas de souci. Donc, il faut vraiment prendre cette responsabilité de se libérer du joug du tyran et que nous sommes dans la dynamique de la chute du dictateur qui est déjà inévitable et inéluctable. Donc, vous voyez déjà à l'échelle historique, ne venez pas jouer aux amalgames des guerres de mémoire et autres. Nous savions quelle était la valeur de chaque tribu du Congo pendant l'esclavage, la colonisation, puis pendant Sassou et tout compagnie. Donc, et depuis les différents régimes. Et donc, nous devons aller dans une dynamique nationale, d'unité nationale, parce que cette unité nationale n'est pas négociable. Et donc, nous avons le problème de Sassou Nguesso. Il dégage, après on va repenser le Congo, après ensemble, dans une transition consensuelle et pacifique pour repenser tout ça, de chambouler tout ça ensemble sur tous les dossiers que nous avions. Dans les tables rondes, dans le manifeste pour la restauration et il y a tous les projets. Donc nous avons des projets. Nous n'avons pas besoin de partis politiques. Les partis politiques viendront après la transition. Donc le projet, c'est nous-mêmes qu'on va construire ensemble. Voilà les dossiers. On teste ça ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui vient réciter les projets. Non, les projets, ça ne sert à rien. Donc nous avons les grandes lignes des priorités à faire ensemble pour retransformer ce pays qui touche les devoirs de mémoire, qui touche les problèmes des audits de l'État, qui touche les institutions nouvelles, qui touche les équilibres et tout. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va travailler ensemble. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt. Vivement Makwa et vive la fête de Goulag, vive la restauration de l'honneur de Makwa. Et Ibe, il dit mauvais.